Les petits podcasts politiques de l'atelier paysan. Des penseuses. Des penseurs. Pour nous nourrir. Pour faire mouvement. Pour lutter contre les technologies qui nous aliènent. Pour inventer et rêver un monde qui nous élève. Pour en finir avec les logiques industrielles en agriculture. Et bonsoir. Donc moi je suis conseillère régionale d'opposition en Auvergne-Rhône-Alpes et par ailleurs j'habite pas très loin d'ici puisque je suis dans le Diois. Donc je suis pas paysanne et je suis pas spécialiste du travail du métal, mais voilà, je baigne quand même dans une ambiance rurale, on va dire, et paysanne par ailleurs. Et donc moi c'est mon deuxième mandat à la région. Et je siège donc à la commission agriculture et développement rural en réalité depuis 2010, ce qui m'a permis de voir quand même passer pas mal de sujets. Et là, depuis le début de ce mandat, depuis 2015, je suis aussi dans une autre commission qui est la commission montagne. Et en réalité, on retrouve d'ailleurs pas mal de choses communes aux politiques agricoles et aux politiques de montagne. Bon, d'abord, évidemment, parce qu'il y a des domaines qui se chevauchent sur la question du pastoralisme, mais aussi justement sur la question de la technologie et du coup j'en parlerai. Avant de venir vraiment là-dessus, parce que bon, t'as dit on ne fait pas un café philo, mais la question de l'autonomie en matière, on pourrait en parler de manière hyper intéressante toute la soirée d'un point de vue philosophique, et j'aimerais quand même juste dire un mot là-dessus, parce que là on est parti sur des choses très pratiques, des choses politiques aussi. Mais pour moi, en tout cas mon intérêt pour ce sujet de manière générale de l'autonomie, il est peut-être avant tout philosophique sur la question justement de reprendre en fait un peu de puissance d'agir, déjà au début au niveau individuel, avant même le niveau collectif, c'est-à-dire comment est-ce qu'on reprend un peu prise en fait sur nos vies. On est, je crois, tous marqués par le fait qu'on dépend de plus en plus, de manière générale, pour notre subsistance, d'intermédiaires ou d'outils sur lesquels on a de moins en moins de prise. L'exemple très symptomatique de ça, c'est le fait de ne plus pouvoir ouvrir une voiture pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur et la réparer si vous avez la petite mallette électronique du constructeur. Mais en réalité, c'est un peu dans tous les domaines. Et notamment sur la question alimentaire, il y a une perte d'autonomie qui est très claire et qui est notamment liée à l'allongement en fait des circuits d'approvisionnement, entre autres choses. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant. Voilà, on y reviendra après si vous voulez. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, mais pour moi, cette question de se réapproprier en fait des choix individuels passe nécessairement par le fait de maîtriser un tout petit peu sa subsistance au sens large, et donc par le fait de retrouver de l'autonomie. Or, donc voilà, ça c'est une première chose, une première raison, on va dire, philosophique de s'intéresser à cette question de l'autonomie, voilà, dans une société qui nous pousse plutôt à l'inverse. La deuxième raison, en tout cas, pour voilà, que vous sachiez d'où je parle, ma deuxième raison de m'intéresser à cette question de l'autonomie, elle est beaucoup liée aux questions de climat et de biodiversité qui sont au départ mes premiers centres d'intérêt, d'engagement politique, et aujourd'hui mes premières sources d'inquiétude, puisque voilà, vous n'êtes pas sans savoir qu'on est quand même à un moment où on a une conjonction en fait de facteurs de risque, à la fois sur la question du réchauffement climatique, mais aussi sur la question de l'extinction de la biodiversité. Plus vous pouvez réajouter à ça d'autres facteurs de risque en termes de spéculation financière. Il y a de plus en plus d'économistes qui disent qu'on va potentiellement vers à nouveau une grosse crise financière à l'échelle internationale. Tout ça dessine les contours voilà, de possibilités de troubles, de dérèglements
et de rupture en fait dans le fonctionnement de la société telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui font craindre aussi qu'il y ait justement des ruptures par exemple d'approvisionnement d'un point de vue alimentaire, mais aussi des ruptures sur justement, on parlait de subsistance en termes d'alimentation en énergie, puisqu'on est dans des sociétés qui sont extrêmement dépendantes aujourd'hui des énergies notamment fossiles, et qu'on sait que la plupart de ces énergies fossiles, non seulement commencent à se raréfier à force de puiser dedans, c'est le cas notamment du pétrole. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus y avoir de pétrole dans les années qui viennent, mais ça veut dire qu'en tout cas, l'ère du pétrole accessible et bon marché est probablement derrière nous, et que voilà, quand on sait tout ce dans quoi le pétrole rentre en matière de fonctionnement, de production, c'est absolument énorme. Moi, il se trouve que dans une vie précédente, j'étais consultante pour les entreprises du CAC 40, j'ai travaillé pour Total Pétrochimie notamment, et enfin voilà, tout notre univers en réalité est fabriqué à partir de pétrole. Et même ici, si on éliminait tout le pétrole présent dans la pièce d'un claquement de doigts, déjà une grosse partie des vêtements qu'on a sur le dos, qui sont des vêtements synthétiques, disparaîtraient, toutes les matières plastiques, etc., etc. Donc cette question de l'autonomie, elle est aussi potentiellement une question en réalité vitale pour les mois, les années à venir, en cas de potentiel effondrement civilisationnel, pour amortir le choc et apprendre à se débrouiller justement sans dépendre de tous ces flux-là. Il y a une lecture par rapport à ça qui moi, m'a beaucoup marqué et qui visiblement a marqué pas mal d'autres personnes. C'est un roman qui s'appelle « Dans la forêt » de Jean Egland. Je ne sais pas si vous l'avez lu. C'est un roman, comme on dit, post-apocalyptique. Donc c'est une fiction. On suit deux sœurs qui se retrouvent en fait du coup à devoir vivre seules et dans une forêt, dans une maison très proche d'une forêt. Et on les voit petit à petit se rendre compte que quand elles actionnent l'interrupteur, il n'y a plus de lumière, que leur dernier baril d'essence vient à manquer, qu'elles ne peuvent plus actionner tout ce qui fait le confort moderne justement et auquel on s'est énormément habitué, parce qu'en plus on ne voit plus tout ce que ça suppose en termes de production d'énergie. Enfin, je veux dire, quand vous actionnez un interrupteur, vous n'avez pas tout ce qu'il y a derrière en matière de production d'énergie. Et ce bouquin, il est très marquant parce que du coup, on n'est pas dans de la fresque apocalyptique avec des hordes de gens sur les routes, armés, en train de défendre leur nourriture, etc., comme on le voit un peu dans certains films hollywoodiens. On est sur quelque chose de beaucoup plus intimiste et finalement peut-être beaucoup plus marquant parce qu'on peut s'y projeter plus facilement. Et à un moment dans le roman, justement pour trouver leur subsistance, les deux sœurs se tournent vers la forêt et se rendent compte qu'en fait elles ne savent pas distinguer ce qui empoisonne de ce qui soigne, ce qui nourrit dans les plantes. Enfin voilà, il y a ce côté hostile en fait de la forêt étrangère. Il y a aussi la question du potager. Enfin, elles doivent tout réapprendre en fait, et réapprendre des savoirs qui sont en réalité des savoirs traditionnels, manuels, qui sont pas si anciens que ça, quoi. Enfin, je veux dire, apprendre effectivement à reconnaître les plantes de base, à se faire une tisane avec des choses qu'on a glanées en forêt, à reconnaître les champignons comestibles et à se faire un petit potager, c'est quand même des choses qui se sont considérablement perdues en réalité en l'espace de très peu de temps. Et du coup, il y a une nécessité, il me semble en tout cas, de justement se réapproprier en fait ces savoirs-là et ces compétences-là. Je vais y revenir aussi dans le troisième volet. Donc il y avait cet aspect philosophique, cet aspect presque vital de se réapproprier cette part d'autonomie. Et puis il y a la question évidemment politique. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on évolue tous dans un cadre, enfin on vit en société, on évolue dans un cadre qui est un cadre légal, administratif, de contraintes
mais aussi normalement de facilitation d'un certain nombre de choses. Et les politiques publiques, elles ont évidemment un rôle qui est hyper important par rapport à ça. Et donc moi, je suis élue à la région, et par exemple, l'année dernière, on avait, au moment du vote du budget à la région, c'est un moment où les groupes d'opposition peuvent faire un certain nombre de propositions, parce qu'on peut déposer ce qu'on appelle des amendements budgétaires. Et donc, c'est le moment où on peut vraiment voilà, faire des propositions, même quand on n'est pas dans la majorité. Et en lien direct avec ce que je vous racontais à l'instant sur ce roman Dans la forêt, on a par exemple proposé un amendement dont le titre était « Académie populaire des savoirs traditionnels et manuels ». Et je vais vous lire l'exposé des motifs, il n'est pas très long. On écrivait « On assiste dans nos sociétés modernes à des pertes importantes de savoirs traditionnels et manuels. Reconnaître les plantes médicinales et les champignons comestibles, coudre ou repriser un vêtement, réparer un joint ou faire une vidange, cultiver des tomates ou tuer une poule, le tout électronique, le non réparable, le prêt à consommer et le tout jetable nous coûtent cher en achats contraints, en déchets, et nous font perdre en autonomie. Ils nous font également perdre de notre capacité de résilience. En cas de rupture d'approvisionnement, quel qu'en soit le déclencheur, avec la perspective d'un pétrole de moins en moins accessible, face au risque de blocage, au faible stock des supermarchés, il nous faut retrouver les savoirs ancestraux et gestes simples qui avaient encore cours il y a quelques décennies à peine, réapprendre à se débrouiller sur certaines tâches élémentaires et ainsi gagner en autonomie. Il nous faut aussi faire preuve d'innovation low-tech, c'est-à-dire innover dans l'utilisation de matériaux simples, par exemple dans la construction ou le domaine des énergies ou encore du textile, avec le chanvre par exemple. Et donc pour encourager cette réappropriation, on se proposait que la région, par le biais de sa compétence innovation, lance un appel à projet qui rentre dans cette Académie populaire des savoirs traditionnels et manuels. Bon, autant vous dire que l'accueil n'a pas été délirant en termes d'enthousiasme et qu'on s'est heurté en réalité une fois de plus, parce que c'est quand même quelque chose d'assez fréquent, en une espèce de foi très puissante en la technologie qui est extrêmement présente parmi les élus régionaux notamment, je ne vais pas parler de ceux que je ne connais pas, mais en tout cas qui est très très présente dans l'Assemblée régionale, qui est une foi en la technologie qui va nous sauver en quelque sorte, qui évite évidemment d'interroger les causes et qui évite aussi de se pencher sur les alternatives possibles. Et c'est comme ça que, je vous parlais tout à l'heure de la commission montagne, c'est comme ça que la région se retrouve par exemple à subventionner à très haute dose, puisque c'est un des seuls budgets à la région qui n'est pas contraint, qui n'est pas plafonné, des canons à neige pour produire de la neige artificielle pour faire face au réchauffement climatique et au fait qu'il va y avoir de moins en moins de neige dans les stations de ski. Et donc plutôt que de s'interroger sur des politiques qui pourraient justement réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou proposer une diversification à ces stations pour qu'elles ne dépendent pas uniquement du ski, la région finance des canons à neige et du coup des retenues d'altitude qui stockent l'eau, autant d'eau qui du coup ne s'écoule pas et ne ruisselle pas et ne va pas alimenter les nappes phréatiques. Et donc voilà le type de recours à la technologie de manière assez typique et le type d'augmentation justement de la dépendance. On parlait d'autonomie. En réalité, ça crée un effet d'aubaine financier qui, pour certaines stations, risque de les envoyer dans des phénomènes de surendettement, puisque la région prend en charge une partie mais pas tout, pour des équipements qui risquent fort en réalité de ne pas pouvoir fonctionner pendant très longtemps, puisqu'ils ont besoin des trois choses qui vont venir le plus à nous manquer, c'est-à-dire du froid, de l'eau et de l'énergie. Avec tous les conflits déjà d'usage sur l'eau qu'on commence à voir, que ce soit en montagne ou en plaine. Donc ça, c'est un exemple. Sur la question de l'agriculture, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a évidemment régulièrement des discussions en commission agriculture ou en session plénière, notamment sur la question des aléas climatiques, puisque voilà, on voit bien, enfin là je crois que tout le monde a bien compris effectivement qu'il y avait quand même une succession à la fois d'épisodes de sécheresse, mais aussi de grêle, comme on a connu juste avant l'été, qui sont, selon les cas, soit de plus en plus intenses, soit de plus en plus fréquents, soit de plus en plus imprévisibles, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus aux périodes de l'année où on les attendait. Et par rapport à ça, une fois de plus, en réalité, on est plutôt sur du financement d'urgence
de court terme, alors qui est nécessaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a des aides exceptionnelles qui sont votées, qui sont nécessaires, il y a des protections, des mécanismes de protection qui sont nécessaires, notamment sur des filets pare grêle, etc. Mais ça ne doit pas empêcher de se questionner justement sur, là aussi, sur des politiques hein, qui soient davantage des politiques d'adaptation et de réflexion par rapport, en tout cas, à ce que la région accompagne. Parce que nous, on ne dit pas aux paysans ou aux agriculteurs ce qu'ils doivent faire. Par contre, on met de l'argent public sur des politiques qui sont censées être des politiques justement d'accompagnement. Donc on peut choisir soit d'accompagner des politiques de diversification, mettre des bonifications par exemple sur des aides quand il y a des cultures moins gourmandes en eau qui sont mises en place, ou davantage de diversification de cultures pour abaisser justement la vulnérabilité d'un certain nombre de fermes, etc. Donc voilà, mais la région va financer par exemple tout ce qui est dispersion d'iodure d'argent pour la grêle, ou les canons à grêle qui voilà, posent à leur tour d'autres problèmes et d'autres tensions de voisinage dont on n'a pas franchement besoin en ce moment, notamment sur les questions agricoles, plutôt que de se poser des questions de fond. Pareil, tu parlais tout à l'heure des biotech. On se retrouve alors à financer, là par exemple récemment, un rapport qui finance de la recherche sur de la viande moins animale, pour répondre à la demande qui émane de réduction de l'alimentation carnée, ce qui, pourquoi pas, hein, enfin, ce qui peut partir d'un bon principe, sauf que quand moi je pose la question en commission agriculture de savoir de ce qu'on entend, enfin, c'est quoi ces recherches en fait concrètement sur la viande, enfin, on sait aujourd'hui qu'il y a des recherches notamment sur les questions de viande de synthèse, etc. Personne n'est capable de me répondre, quoi. Donc voilà, potentiellement le genre là aussi de choses qui peuvent s'apparenter à de la biotechnologie. Et puis c'est naturellement tout ce qui est ultra connexion en fait dans les fermes. Il y a tout un nouveau programme là de smart farms, donc de fermes intelligentes ultra connectées, où on va financer de l'équipement de drones, de GPS, sur des exploitations qui sont devenues tellement grandes et avec tellement peu de main-d'œuvre que effectivement la technologie arrive en réalité plutôt comme une forme de béquille, et beaucoup aussi sur des questions de contrôle et de surveillance. Ce qui m'a beaucoup marqué récemment, c'est que sur la question justement des calamités dont on parlait tout à l'heure, la région a mis en place, après plusieurs propositions, a mis en place un groupe de travail sur la question des assurances agricoles. Ce qui est plutôt une bonne initiative, parce qu'il y a clairement un énorme chantier sur cette question assurantielle. Mais alors ce qui était tout à fait fascinant, c'est que donc on était très nombreux autour de la table, et il y avait notamment les assurances privées, la Chambre régionale d'agriculture, des représentants de la profession, comme on dit. Et donc on a eu surtout voilà, des prises de parole assez longues en fait, de la part des assurances privées, et notamment donc un gars de l'assurance qui était très fier de nous expliquer comment justement des systèmes en fait, de mesure par satellite de la pousse de l'herbe avaient été mis en place pour pouvoir ouvrir des droits aux indemnisations sur les questions de perte de fourrage, etc. Donc en fait, en réalité, ce qu'il était tout simplement en train de nous dire, en tout cas moi c'est la manière dont je l'ai interprété, c'est qu'on a aujourd'hui des systèmes de surveillance par satellite de la part des assurances pour vérifier si l'herbe pousse ou pas, et donc si l'agriculteur va avoir le droit à une indemnité ou pas. Ce qui est quand même, enfin voilà, si on s'arrête 2 secondes sur la question quand même assez lunaire en réalité. Et je suis intervenue dans cette réunion pour intervenir plutôt sur les mécanismes assurantiels, mais à la fin, je me suis exprimée là-dessus, en fait, en leur disant ça, en leur disant, mais est-ce qu'on peut juste s'arrêter 2 secondes sur le fait qu'on est quand même dans un monde où on a des satellites qui surveillent la pousse de l'herbe, et est-ce que juste ça pose de problème à personne, en fait. Et clairement, ça ne posait de problème à personne, en réalité, dans la salle. Bien au contraire, puisque après j'ai eu droit à un long laïus
du président de la commission agriculture qui m'a expliqué à quel point, en fait, aujourd'hui, les applications, les tablettes, le smartphone étaient devenus le premier allié de l'agriculteur et que c'était comme ça que lui-même savait exactement quand il fallait aller mettre quoi, où, enfin voilà, à quel point en fait tout était aujourd'hui piloté par le biais de sa tablette qui lui disait même quels étaient les gestes à accomplir à quel moment. Donc en termes de perte d'autonomie, voire, je voudrais pas, enfin voilà, moi une fois de plus, hein, je suis pas paysanne, donc je dis ça évidemment avec un regard d'observatrice extérieure, mais en termes de perte d'autonomie et potentiellement même en termes de perte de savoir-faire, ça me paraît, en tout cas en tant qu'observatrice attentive, assez inquiétant tout de même. Je passe, enfin non, je passe pas justement, je vais en parler, mais sur la question justement, on parle des assurances, c'est une autre forme de dépendance, la dépendance aux assurances, mais la dépendance aussi au système bancaire privé, qui est là aussi renforcée par certaines politiques régionales, puisque sur toute une salve notamment d'indemnisation, notamment sur des cas de sécheresse, le dernier dispositif d'aide de la région était appuyé pour les bénéficiaires sur le fait qu'ils aient un emprunt bancaire en cours qui aurait servi à de l'investissement. Ce qui de fait est un critère quand même curieux pour aider de manière exceptionnelle et urgente des populations qui sont qu'on devrait cibler comme étant les plus vulnérables, les plus fragiles et les plus touchées en fait par la sécheresse. Or là, le critère qui est mis en place n'est pas du tout un critère de vulnérabilité, mais au contraire un critère de capacité à contracter un emprunt auprès d'une banque pour réaliser de l'investissement. Et ce qui du coup fait que seuls sont indemnisés ceux qui effectivement ont déjà un emprunt bancaire. Ce qui là aussi en termes d'autonomie pose quand même franchement question. Voilà quelques exemples très concrets, vraiment issus des discussions ou en tout cas des politiques qui sont mises en place au niveau de la région. Face à ça, on essaye de proposer un certain nombre d'amendements qui sont très divers parce qu'on essaye un peu tous les biais, quoi. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai essayé le lyrisme pour parler d'agroforesterie, j'ai essayé des choses au contraire vraiment où on reprend le langage un peu technocratique. On a essayé de proposer des amendements où on insistait sur les questions de compétitivité, de rentabilité économique, où on parlait de filière, ça ne marche pas non plus. Enfin voilà, on essaye par plein de biais différents, mais par exemple même des choses qui nous paraissent nous très simples et pas très clivantes politiquement parlant, comme le fait par exemple de proposer de planter des arbres et pas seulement en ville, mais aussi justement pour favoriser des pratiques d'agroforesterie ou des choses comme ça. Même ça, jusqu'ici, c'est des choses qui ne sont pas passées. Pareil, il y a eu le vote à la région d'un plan cheval pour structurer toute la filière du cheval. Donc ça va des centres équestres jusqu'à la viande. Et là-dedans, on avait un micro-amendement sur la question de la traction équine. Enfin voilà, pareil, on est vraiment dans le sujet de l'engin et de l'outillage agricole et de comment faire plus simple. Et ça, pareil, hein, sur la question de la traction équine, même ce micro-amendement qui mangeait pas de pain n'est pas passé. Donc, pour autant, on ne perd pas espoir, on continue à proposer des choses. Et là, par exemple, on va proposer, on a le droit une fois dans le mandat, en tant que groupe d'opposition, on a une possibilité dans le mandat de proposer une délibération, donc un texte vraiment d'orientation politique. Et donc là, on va le proposer, il sera présenté à la prochaine session au mois de décembre. Et là, pour le coup, on essaye encore par un autre biais, c'est sur la structuration d'une filière de l'arbre hors forêt. Y compris donc le fait de remettre des haies dans les champs et tout le travail justement avec les agriculteurs qui peut se faire autour de ça. Donc on verra si ça passe ou pas à ce moment-là.
En tout cas, voilà ce que je voulais dire pour peut-être pour introduire un peu la discussion. Je pense en tout cas que voilà, cette question de l'autonomie, les questions que pose l'atelier paysan et tout ce qu'on a commencé à aborder là ce soir, pour moi, c'est vraiment une manière de nous interroger collectivement sur les marges de manœuvre en fait, qui nous restent, celles qui sont à reconquérir. Et c'est vrai que pour ça, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas se faire uniquement au niveau individuel et sur lesquelles on a besoin d'organisation collective. Moi, il y a un exercice que je propose souvent, c'est de faire un petit effort d'imagination et d'exercice, j'ose pas dire d'anticipation, mais de réfléchir à quoi ressemblerait en fait une société sans État, sans pétrole et sans électricité. Je pense que c'est voilà, des exercices assez intéressants parce que ça nous oblige en fait à remettre en cause beaucoup de choses qui nous paraissent aujourd'hui hyper faciles, hyper acquises et qui non seulement le sont pas forcément tant que ça, mais en plus nous emprisonnent en fait dans beaucoup de schémas et de systématismes dont on peut peut-être se défaire. Et se défaire sans que ce soit un truc sacrificiel, mais au contraire avec des choses qui peuvent être très libératrices en réalité. Et voilà, c'est un peu la définition même de l'autonomie et de l'émancipation. C'est comment est-ce qu'on fait de faiblesse individuelle une force collective. Et je trouve que voilà, pour le coup, l'atelier paysan illustre bien ça, en montrant que simplifier, c'est pas forcément faire moins bien, mais c'est juste faire différemment. Et on a besoin en ce moment vraiment d'avoir comme ça des pas de côté qui décadrent un peu les choses, quoi. Voilà.